Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Torchon étoilé descendu des mairies. Barbier en service après-vente. Chèque énergie, soins palliatifs et puis surtout n'oubliez pas, votez Fantomas. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alrythme, Franz Ambroche, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de menaces sur la liberté d'expression et de DSA. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Ce week-end, il s'est passé de drôles de choses. Attentat déjoué contre la Bank of America à Paris. Le parquet antiterroriste privilégie la piste d'une opération inspirée par un groupe lié à l'Iran. Mais qui sont réellement ces apprentis terroristes européens? Le suspect interpellé serait un mineur de 17 ans né au Sénégal et domicilié en Seine-Saint-Denis. Aux policiers, il dit avoir été recruté sur le réseau social Snapchat pour réaliser cette opération. En échange de 600 €, le jeune homme aurait été déposé rue de la Boétie par un... Quant à la police, elle a été d'une redoutable efficacité. Les policiers de la BAC, du 8e arrondissement, qui effectuaient une mission de sécurisation autour de la banque grâce à une caméra tactique, l'ont arrêté, donc ce terroriste, sur place. Le suspect n'était pas seul, il a été déposé par un véhicule conduit par une tierce personne, accompagné d'un second individu qui a pris la fuite. Elle est pas belle, la vie. Une banque américaine est plus protégée que l'ensemble des citoyens français. La police, quelle efficacité, elle arrive avant l'explosion et elle prend les terroristes en flagrant délit. Pourquoi suis-je si ironique? À cause de cela. La Bank of America accepte de verser 72,5 millions de dollars pour mettre fin à une procédure civile l'accusant d'avoir sciemment et intentionnellement participé à l'entreprise de trafic sexuel organisée par Jeffrey. Vous voyez certainement où je veux en venir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'attentat, que ce n'est pas l'Iran. Non, non, non. Je rappelle juste une règle de com. Quand un homme politique ou une institution est touché par une nouvelle qui salit son image, il faut de suite communiquer sur une nouvelle beaucoup plus positive. Jeffrey vous met dans le camp des bourreaux, alors qu'un attentat dans le camp des victimes. Et cette opposition, cela s'appelle la dissonance cognitive. Sur France Télévisions, on a assisté à de drôles de critiques sur Le Poudré. C'est bon côté qui a eu son premier mandat, c'est 13/20, son deuxième mandat, c'est 2/20. Voilà, comme ça c'est clair. Emmanuel Macron, 2/20. Alamanque s'adresse à Emmanuel Macron. Comment as-tu pu faire si mal? Son premier mandat, c'est 13/20, son deuxième, c'est 2/20. Vous pouvez imaginer l'émoi chez les Macronards, enfin, ceux qui restent. Ils se sont mis à hurler. Et oui, depuis quand a-t-on le droit de critiquer sur le sévice public l'attardé Damien? Ah, c'est vrai ça, on n'avait pas l'habitude. Et dans le Figaro, cet article très ambigu. 2/20, Jacques Attali, Alain Minc dézingue Emmanuel Macron. Dans quelle époque? Les internautes sont outrés. Il faut être honnête, factuellement, c'est juste. Il y a bien eu une bronca contre Minc, Attali, les pépis macronards du Mouped Show. Mais voyez ce qui ne va pas dans cet article. Ils sont outrés, mais outrés de quoi? Ça, on ne vous dit pas. Qu'est-ce que c'est malin? Parce qu'ils peuvent être outrés parce qu'on attaque Emmanuel Macron, c'est 0,001% des lecteurs. Outrés parce que ces deux boules de pu ont lancé Emmanuel Macron en politique. Et ça, c'est l'avis le plus partagé. Alexis Poulain, Madame Gluglu invite les vieux cocus du macronisme pour préparer la suite et une nouvelle arnaque entre amis. Et après, ils vont nous dire qu'il y a du pluralisme sur France TV. Léa Salamé,
Quelle légitimité ont vos invités qui depuis 50 ans se sont trompés sur tout et nous ont fabriqué Manu, l'imposteur, à l'Élysée? Voilà, ce qui a vraiment outré les téléspectateurs, c'est qu'on invite une fois de plus ces deux têtes d'hibou. Vous vous rappelez de ce que disait Alain Minc avant que Macron devienne ministre, c'est une prostituée. Quant à Jacques Attali, nous expliquait que c'était le vide. Voilà bien leur fils spirituel, Cercle Aristote. On met en avant Édouard Philippe avec des fameux sondages, j'y reviendrai. On invite les vieilles canailles macronistes repentis qui veulent se refaire une virginité et qui vont certainement nous dire qu'Édouard Philippe va faire beaucoup mieux. Le grand gouvernement central doit mettre la machine en route pour l'après-Macron. Le seul réel problème, souvent dit d'ailleurs par Pierre-Yves Rougeron, c'est Macron lui-même. Il ne veut rien lâcher et pourrait même savonner la planche du champion désigné. Nous l'avions annoncé il y a déjà 2 ans, les merdias Eurogaga sont donc aux ordres d'Édouard Philippe. Je suis votre pire cauchemar. Je suis votre prochain pire cauchemar. Le candidat central du système, Édouard Philippe, c'est l'homme qui a fermé Fessenheim, l'homme de la pandémie, du Rivotril, de l'éborgnement des Gilets jaunes. Le système va nous matraquer pendant 1 an. Le meilleur, c'est Édouard Philippe. Quelques autres petits chevaux, Glu-Glu, Rotaillot, concourant au cas où. Si Édouard Philippe ne fait pas d'erreur, ils seront poussés à se désister. Le système panique et ça va être très, très, très pénible. Et chose encore plus fascinante, c'est que les médias nous donnent déjà la clé de l'élection. Oui, comme s'ils avaient besoin de conditionner les électeurs 1 an à l'avance. Vous comprenez, Édouard Philippe, c'est l'expérience. Alors que Bardella, il est si jeune, inexpérimenté. L'expérience d'Édouard Philippe, mais il a à peu près tout raté avec constance. Et ses réformes ont fait des dégâts terrible. Oui, il est l'éborgneur des Gilets jaunes, le bourreau des anciens avec le Rivotril, l'explosion des impôts, le déficit du budget, 800 milliards de dettes donc à son actif, fermeture de Fessenheim, rabotage des allocations chômage, construction de la taxe carbone, migrants importés par centaines de milliers, mise en place des 80 km/h et fou rire devant Notre-Dame. Et comme si cela ne suffisait pas, M. Édouard Philippe de Bilderberg Davos a de sacrées casseroles de corruption aux fesses. Peut-on faire pire? J'ai presque envie de répondre difficile. D'ailleurs, à tel point que les LR eux-mêmes n'y croient pas et ils envoient sur les plateaux de télévision leur spadassin régler son compte à Fantomas Édouard Philippe. Luc Ferry. Je ne voterai jamais, je vous le dis très franchement tout de suite, et je ne changerai pas d'avis pour une alliance avec le centre, ou comme l'a dit Darmanin, avec le centre et pourquoi pas les socialistes. Voilà. Édouard Philippe a été, je suis désolé de le dire, le plus mauvais Premier ministre de la Ve République avec cette affaire des Gilets jaunes. Il nous a mis pendant 2 ans les Gilets jaunes dans C'est en effet le pire Premier ministre de la Ve République. Je ne vais pas partager l'avis de l'excellent On m'appelle 404. Non, ce n'est pas incroyable que Luc Ferry soit encore sur les plateaux de télévision. Il est en effet l'envoyé des LR. On n'a rien à faire avec les macronistes. Ils ont mis le pays à terre. François Baroin, lors d'une déclaration très applaudie au bureau politique des LR. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour faire remarquer à Baroin et à Retailleau qu'ils sont complices de toutes les mesures les plus épouvantables de la Macronie depuis 2022 ? Ils sont bien à l'image du poudré. Ils n'assument pas leur politique. Mais il y a quand même un point positif. Les macronistes sont tellement détestés que plus personne ne veut travailler avec eux. C'est déjà ça. Et le Rassemblement national, vous savez, on a bien compris, Bardella sera la rampe de lancement d'Édouard Philippe. Jean-Philippe Tanguy. Pour vous, est-ce qu'elle reste la meilleure candidate? Est-ce que c'est quand même une meilleure candidate
que Jordan Mais Bardella. pour tout le monde et pour Jordan en particulier, c'est la meilleure des candidates. C'est notre candidate naturelle. Et dire cela, ce n'est pas faire offense évidemment à Jordan Bardella qui aura d'autres qualités et une autre vision des choses. Et oui, Jean-Philippe Tanguy indique que Marine Le Pen est une bien meilleure candidate que Jordan Bardella. Le groupe vit bien. En interne, c'est de plus en plus à couteau tiré au Rassemblement national. C'est une scène hallucinante. On va reprendre la phrase de Jean-Philippe Tanguy. Ce n'est pas faire injure à Jordan Bardella. Un peu quand même. Mais autre point positif, il y a la prise de conscience que Jordan Bardella pourrait être le meilleur atout pour la Macronie. Enfin, s'ils arrivent à trouver un candidat, parce que le bloc central se mobilise pour une candidature unique de la droite et du centre. Mais comme je l'ai dit, personne ne veut d'eux. Qui a en effet envie de monter sur ce Titanic en marche? Une candidature Frexit, je pense, aurait toutes ses chances désormais, parce que c'est la cata partout. Et ils sont tous responsables. Le scandale des impayés des hôpitaux publics. Les hôpitaux publics accumulent des milliards d'impayés. Retard d'1 an, fermeture. Le Point révèle les chiffres d'une crise face à laquelle l'État botte en touche. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il va falloir dénoncer tous les jours. Les macronistes sont les pires gestionnaires de tous les temps. De toute façon, la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'envoyer des cruches sur les plateaux de télévision, réciter des éléments de langage complètement creux. Et pourtant, en France, nous avons des gens de talent, des gens qui seraient capables de redresser ce pays. Agnès Verdier-Molinier. Les étrangers de plus de 65 ans sont de plus en plus nombreux à venir s'installer en France pour toucher le minimum vieillesse, alors qu'ils n'y ont jamais travaillé. C'est le même montant qu'un smicard qui a bossé et cotisé pendant 44 ans. Qui ne comprend pas qu'avec ce genre de choses, ce système est condamné? L'industrie française sous le choc, augmentation de 30% des fermetures d'usines face à la concurrence asiatique et aux tarifs douaniers américains. Déjà, vous avez 2 pistes pour un candidat du Frexit. Sabrer dans ses dépenses sociales totalement injustes et relancer l'activité économique du pays par un protectionnisme intelligent. Autre piste avec Fabien Bouglet. On avait le système électrique le moins cher d'Europe avec le plan Mesmer. Et depuis la politique d'éoliennes et de panneaux solaires, la facture explose. Et même au niveau européen, c'est reconnu. Un article d'Euractiv. L'illusion énergétique de l'Europe. Pourquoi un investissement vert de 1000 milliards d'euros n'a pas permis de rompre le lien avec les importations? La guerre contre l'Iran révèle une dure réalité. Malgré ses efforts pour se développer en électricité, l'Europe reste profondément dépendante des importations énergétiques. En même temps, quand tu as des verts comme Marine Tondelier et Sandrine Rousseau comme conseillères, tu ne peux pas aller très loin. Et quand tu fais la guerre à la Russie, et les résultats sont là, donc. Voilà comment une sucrerie part en fumée. Oui, une démolition de la sucrerie de Soupe-sur-Loing. Le résultat d'une politique française et européiste destructrice pour son industrie sucrière. 6 fermetures de sucreries en 6 ans. En France, quelle tristesse de voir notre patrimoine, notre industrie s'évaporer ainsi. 6 fermetures de sucreries en 6 ans parce que l'Union européenne a fait exploser nos importations de sucre d'Ukraine par 5. Et oui, ils détruisent la France, cette caste européiste. Cela suffit, Frexit. Et ce que je trouve saisissant, c'est que rien ne semble faire dévier ces européistes de leurs projets funestes. Rien. Vous les chassez par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Blocage sur les ZFE, le projet du gouvernement pour essayer de sauver le texte sur la simplification de la vie économique. Ni vu ni connu, le gouvernement revient avec les ZFE. Merci Retailleau, merci les LR. C'était non, c'est toujours non. Les macronards n'ont pas renoncé à interdire les centres-villes aux gueux, sous couvert d'escrologie. En même temps, à force d'agir comme des bourriques entêtés, ces européistes, la majorité des Français commence à ouvrir les yeux. L'affaire du torchon étoilé. Oui, le torchon étoilé enlevé des mairies. Dehors les drapeaux européens.
fraîchement élu, le maire de Carcassonne retire le drapeau de l'Union européenne au fronton de la mairie. Et d'autres maires lui emboîtent le pas, oui, ils enlèvent le torchon étoilé du fronton de leur mairie. Alerte, alerte à la grosse commission! Il faut absolument réagir. Il faut envoyer nos émissaires sur les plateaux de télévision. En France, Klaus Barbie. Excusez-moi, petit lapsus, c'est Christophe Barbier. Je les confonds, je ne sais pas pourquoi. On ne parle plus au RN de la sortie de l'euro. Être contre l'Europe, c'est la certitude de perdre la présidentielle parce que les Français savent bien que sans l'Europe, la France n'a plus la taille critique pour peser dans le monde tel qu'on le décrit avec les circonstances économiques ou géopolitiques. Il faut donc être européen. On peut vouloir. Retirer le drapeau de l'Empire est un péché mortel pour la secte. Nous sommes sous occupation et les européistes sont là pour gérer la province France avec ses politiques, ses journalistes, ses hauts fonctionnaires. Et je voudrais quand même mettre en lumière les deux arguments mensongers du Barbier, non pas de Belleville, mais de LCU. La France serait rien sans l'Union européenne économiquement, mais c'est un bobard XXL. L'Union européenne a désindustrialisé la France par ses dogmes du libre-échange. Elle a détruit tous nos fleurons. Et maintenant, nous avons une dette abyssale. Nous nous tiers-mondisons. Il y aurait, grâce à l'Europe, une existence de la France, mais c'est exactement l'inverse. Macron a détruit d'abord notre corps diplomatique et ces pitreries ne font rire plus personne. Nous ne sommes plus rien à cause de l'Union européenne. Barbier dit n'importe quoi. Quant aux Français, dehors les drapeaux européens. Le maire de Carcassonne retire le drapeau continental du fronton de la mairie. D'accord avec lui, oui, à près de 77,7%. Comment les choses pourraient-elles être autrement ? La France se situe désormais en dessous de la moyenne européenne en termes de pouvoir d'achat. L'Union européenne, c'est la tiers-mondisation de la France. Quant à Klaus Barbier, on se rappelle de ses messages pendant la pandémie. On peut demander à ceux qui ont les noms des noms pchoutés de donner ces fichiers à des brigades, propose Christophe Barbier, pardon. Et vous savez, ce qui me donne des sueurs froides, c'est d'imaginer que c'est Macron et toute sa clique qui est en train de gérer cette crise économique. En Italie, par exemple, contrairement à Macron et sa bande de branquignols macronards, le gouvernement italien est tout à fait conscient du tsunami économique qui va dévaster l'Occident. Le ministre italien de la Défense sur les conséquences de la guerre en Iran pour l'Italie. Je suis contraint de connaître les choses sur ce qui pourrait se passer dans la semaine à venir et les effets que cela aura sur l'économie. Et c'est terrifiant. Et oui, des pénuries massives s'annoncent alors que plus de la moitié des stocks de pétrole a déjà été consommé. Certains annoncent également une grave crise économique. La part du dollar américain dans les réserves mondiales de devises étrangères est tombée à son niveau le plus bas de ce siècle. Et de ce fait, se met en place un peu partout des restrictions. Face au risque de pénurie de carburant, le Royaume-Uni envisage le rationnement de l'essence et la limitation de vitesse à 80 km à l'heure. Nous sommes donc au-delà du pire, affirme Jacques Sapir. Scénario évoqué dans le papier. Le rationnement en énergie, engrais, produits chimiques et métalliques va s'approfondir dans les semaines qui suivent. La crise sera pire qu'en 2022 et peut-être qu'en 1973. Face à cette crise qui s'annonce, que faut-il faire ? Philippe de Villiers. Il faudrait sortir du marché de l'électricité, mais l'Union européenne nous l'interdit. Il faudrait ensuite suspendre des sanctions à l'égard de la Russie comme l'ont fait les Américains, mais l'Union européenne nous l'interdit. Voilà. En d'autres termes, on a nos yeux pour pleurer. Nos déficits. Et en plus, pendant ce temps, Bruxelles impose le Mercosur, prépare de nouveaux accords de libre-échange. Et les Français, infirmières, agriculteurs, pêcheurs, ils n'en peuvent plus. Certains ne savent même plus comment finir le mois. Je crois que vous avez deviné la solution, c'est le Frexit. Pour retrouver de la marge de manœuvre et faire cesser toutes ces politiques destructrices de la France. Et surtout, faire face aux défis qui nous attendent. Et au lieu de cela, de la gestion de
pénurie à la sauce macronarde. Oui, au secours, avec soins palliatifs garantis. Hausse des prix du carburant, le gouvernement envisage de relancer le chômage partiel pour aider les entreprises. Chômage partiel, pénurie probable, observatoire de la crise, gouvernement aux fraises, bienvenue en 2020. Et il nous manquait donc le quoi qu'il en coûte, Sébastien Lecornu. Dans un contexte d'augmentation des prix des carburants, 3,8 millions de foyers, soit plus de 6 millions de Français, recevront automatiquement dès cette semaine le chèque énergie. 153 € en moyenne par foyer pour 600 millions d'euros mobilisés. Pourquoi parlez-vous de l'augmentation des prix du carburant puisque ce chèque énergie permet de financer toutes les énergies sauf le carburant? C'est un peu de l'enfumage, non? Ou plus exactement de l'escroquerie. Oui, c'est juste pour faire patienter un soin palliatif en somme, avant la piqûre de fin de vie. Et puis, distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité, la fameuse gestion macronarde. Parce que des politiques qui sont responsables, avant de redistribuer, ils vont tailler dans les dépenses, notamment dans tout ce qui est du domaine de la fraude, de l'État socialiste, dans les dépenses sociales au niveau de l'immigration. Et ainsi, retrouver un trésor de guerre qui permet de relancer la machine économique. Si on ne fait pas ça, eh bien, ça sera la catastrophe. Et je crois d'ailleurs qu'on n'a même plus le choix. L'État n'arrive plus à cacher le grand appauvrissement des Français. Sur les carburants, le gouvernement cumule les erreurs et l'injustice envers les Français. Le mouvement des routiers a un potentiel d'embrasement. Baisser l'État et surtout baisser les taxes. Oui, car on va vers des révoltes. Cela commence. Opération escargot par les routiers à Paris. Et cela ne s'améliorera pas. Bateaux bloqués, ports engorgés, pénurie, hausse des prix. Comment la guerre en Iran bouscule le commerce mondial. Les compagnies aériennes annoncent que leurs avions vont rester cloués au sol. Problème d'approvisionnement en kérosène et flambée des cours. Alors, quand on imagine que c'est Lecornu, ce tandem, Lecornu-Macron qui dirige la France et que c'est Pustula, la Commission européenne, on comprend que les choses ne vont pas pouvoir s'améliorer. La situation catastrophique des comptes publics, qui a amené à la hausse des taux d'intérêt, va avoir un impact direct sur la hausse des taux immobiliers pour les Français. Et il y a cela, grosse séance de travail cette nuit, suite à des envois d'informations choquantes sur la gestion des stocks de pétrole français. J'aurai quelques révélations à faire demain. Ça promet. Vous vous rappelez qu'une partie des pays européens ont balancé leurs stocks stratégiques de pétrole pour faire baisser les cours il y a 15 jours. J'avais dénoncé cette folie. Et aujourd'hui, gaz, diesel, kérosène, l'Europe face à un resserrement rapide des stocks. Un petit souvenir, lorsque j'ai tenté d'expliquer il y a plus d'un mois que cette guerre était débile et une pure folie, je me suis fait incendier. Et maintenant, pour info, je connais très bien les mécanismes de marché. Aujourd'hui, le pétrole a un peu baissé. Pourquoi ? Les contrats à terme sur le brut du Brent sont tombés à environ 106 $ le baril et avec 112 sur les contrats futurs, inversant les gains de plus tôt dans la session à la suite d'informations selon lesquelles le président Trump a déclaré aux assistants qu'il était prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste largement fermé, renforçant potentiellement le contrôle de Téhéran sur la voie navigable stratégique. Il aurait fallu arrêter ce conflit dès la première semaine. C'est déjà une catastrophe épouvantable. Et pour ceux qui l'ignorent, il faudra des mois pour retrouver la production mondiale d'hydrocarbures. Pour quelle raison ? Parce que les raffineries ont été détruites, parce que les puits de pétrole ont été fermés. Et en plus, peut-on croire un propos de Donald Trump ? Le président Trump a faussement signalé que la guerre contre l'Iran était sur le point de terminer 12 fois depuis le début de la guerre, il y a un mois. 12 fois en un mois, oui, 12 fois. Et le bilan pour les États-Unis. Avant la guerre, l'Iran ne contrôlait pas le détroit d'Ormuz. Maintenant, si. Le pétrole iranien était sanctionné. Maintenant, non. L'Iran ne se dotait pas d'armes nucléaires. Maintenant, si. Les bases américaines dans le Golfe étaient actives.
Elles sont désormais passives. L'inflation était en baisse. La voici en hausse. Mais quelle victoire! Et ce qu'il y a de grotesque, c'est que pour maintenir un narratif de victoire, Trump lance des idées étonnantes. Un jour, ce sont les Kurdes qui vont envahir le nord de l'Iran. Résultat, la Turquie se rapproche des BRICS et de l'Iran. Un autre jour, les GI vont envahir l'île de Kark. Mais tous les experts sont d'accord, c'est ce qu'attendent les Iraniens, et notamment pour pouvoir faire des prisonniers à montrer devant les caméras. Et puis, il y a cela. Trump vient de menacer l'Iran de détruire toutes ses centrales de dessalement après avoir annoncé plus de 10 fois qu'il avait déjà gagné. D'une part, c'est une menace de crime de guerre. D'autre part, son stagiaire a dû oublier de lui dire que l'Iran n'est dépendante qu'à 2% du dessalement pour son eau potable, contre 40 à 90% pour les alliés de Washington dans le Golfe. La connerie à ce point-là, franchement, ça devient gênant. Et cela traduit surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions. Rubio ne parle plus en tant que chef de la diplomatie, il parle comme un homme qui tente de masquer une impuissance stratégique par une grandiloquence émotionnelle. L'Amérique ne contrôle plus le récit, alors elle surjoue la position morale supérieure. Car derrière la violence verbale, une vérité embarrassante affleure. Washington perd la face. Oui, cette façon de vouloir montrer du muscle à tout prix. Alors, Trump ou Rubio insultent ceux qui sont faibles. Macron a subi les foudres de Trump-Rubio, et maintenant c'est le prince d'Arabie Saoudite, MBS, un allié. Je ne répète même pas ce qu'a dit Donald Trump. Cela me fait penser un peu à ces lâches qui s'attaquent dans la cour d'école aux plus faibles pour faire croire qu'ils sont courageux. Cela devient insupportable. Le pape Léon XIV affirme que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre. Le Vatican brise le silence avec une violence rare. Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui font la guerre. Une attaque frontale qui vise directement les politiques de Donald Trump et de Bibi. Quelle a été la réponse du Premier ministre israélien? Il a fermé les lieux de culte catholiques. Le patriarche empêché de prier à Jérusalem. Incident diplomatique entre Israël et l'Italie. Il faut savoir que J.D. Vance a engueulé le Premier ministre israélien, notamment sur ce dossier, et sur des informations qu'il a jugées erronées. Est-ce que quelque chose pourrait faire plier Donald Trump? Ah non, c'est évidemment pas les milliers et les milliers de victimes civiles, des enfants, des innocents. Ce ne sont pas non plus les milliards d'individus qui vont souffrir de la crise économique. Non, ce qui pourrait faire plier Donald Trump, c'est son opinion publique. 8 millions d'Américains ont manifesté contre Trump dimanche. La plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis. Oui, 8 millions d'Américains ont manifesté contre Donald Trump. Et la base MAGA s'agite également. Appel à l'action, Joquin, vous savez, l'ancien directeur du contre-espionnage américain. Dites au président Trump, à votre représentant au Congrès et à vos sénateurs que vous ne soutenez pas la présence de troupes américaines au sol en Iran. Ligne de commentaires de la Maison-Blanche, standard du Congrès. C'est ainsi que nous, le peuple, faisons entendre nos voix. Et de nombreux donateurs de Trump sont en colère. Je suis républicain. J'ai soutenu Trump, j'ai levé des fonds pour lui, j'ai voté pour lui, j'ai donné 60 000 $ à sa campagne. Trump a menti, il nous a tous roulés dans la farine. Je n'ai pas voté pour les politiques de Lindsey Graham. Je suis un républicain, j'ai soutenu Trump, eh oui, il nous a vraiment eu. Voilà. Et cette campagne MAGA commence à porter ses fruits. L'expert en données de premier plan de CNN confirme que le taux d'approbation net de Donald Trump s'est effondré à un historique négatif de 17 points. Il est le président le plus impopulaire de l'histoire moderne des États-Unis à ce stade de son mandat. La guerre désastreuse contre l'Iran le détruit complètement. Il faut dire qu'il a fait fort, Donald Trump, Rubio et compagnie. Les Américains ont voté parce qu'ils étaient majoritairement conservateurs. Ils voulaient la paix et la prospérité. Qu'a fait Donald Trump? Il déclare la guerre et engendre la misère. Rubio. Imaginez si au lieu de dépenser des milliards en armes, l'Iran dépensait cet argent pour son peuple. Ils auraient un pays très différent.
Imaginez si au lieu de dépenser des centaines et des centaines de milliards en guerre, les États-Unis dépensaient cet argent pour leur peuple. Nous aurions un meilleur pays et le monde aurait la paix. Vous comprenez ce que cela signifie ? C'est que de nombreux électeurs MAGA se tournent désormais vers les démocrates. Le monde à l'envers. Mais quelle stupidité, cette guerre contre l'Iran. Et certains dossiers commencent à sortir. La balle utilisée pour tuer Charlie Kirk ne correspond pas au fusil prétendument utilisé par le suspect Tyler Robinson, selon une nouvelle déclaration en justice. Les Américains attendent une explication du président Trump. Union européenne. Si Orban remporte l'élection, l'Union européenne, pour faire obéir la Hongrie à ses dictates, veut supprimer les fonds d'aide à la Hongrie ou supprimer le droit de vote de la Hongrie. L'Union européenne, cette dictature dont nous devons vite sortir. Frexit. Et pour faire des économies d'ailleurs, Florian Philippot, incroyable, le gouvernement macroniste vient d'annoncer 70 millions d'euros pour les professionnels les plus en difficulté face au prix de l'essence. Et en même temps, 17 milliards pour l'Ukraine, part de la France dans l'aide européenne de 90 milliards. Un rapport de 1 à 243. 243 fois plus pour les Ukrainiens et pour la guerre que pour les Français. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec la bêtise du jour. Benjamin Haddad, bien évidemment atlantiste. Monsieur le maire, qui avait enlevé donc le drapeau européen au fronton de votre mairie. Et les 3,4 millions d'euros de fonds européens pour l'hôpital de Carcassonne. On les rend aussi, sans parler des fonds pour les écoles de la ville, pour la rénovation du quartier Vidier ou de l'IUT. Ce qui est bien avec Benjamin Haddad, c'est qu'il avoue un système de corruption. On devrait être européiste car l'Union européenne nous achète avec des petits billets. Un peu comme si une prostituée devait remercier son Mac, qu'il exploite, qu'il abat, parce que de temps en temps, il lui donne un billet. Explication de Florian Philippot. Je vois des responsables politiques et des journalistes rager devant le retrait des drapeaux européens de mairie et tweeter « Alors, vous refuserez aussi les subventions européennes ?» Neuneland, l'argent européen, ça n'existe pas. Le budget de l'Union européenne, redistribué en partie aux États membres, est en effet essentiellement constitué des contributions financières des États membres et de quote-part sur des taxes que devraient percevoir les États membres. Il y a des pays qui reçoivent plus de l'Union européenne qui ne lui versent et les pays bénéficiaires nets. La France n'en fait clairement pas partie. Il y a des pays qui donnent à l'Union européenne beaucoup plus qu'ils n'en reçoivent. Les contributeurs nets. Vous l'avez compris, la France en fait partie. On donne même désormais environ 15 milliards de plus que ceux que l'on reçoit chaque année. Donc il est absurde, sot et faux de dire qu'on perd de l'argent issu du budget européen si on sort de l'Union européenne. C'est vrai pour un Polonais ou un Roumain, mais pas du tout vrai pour un Français. Frexit. Autrement dit, ils nous raquettent et on devrait les remercier. Édouard Philippe à la une de tous les journaux. Je propose cette jolie affiche, donc, et j'ai déjà la une de l'Aberration. Faites ce que vous voulez, mais votez Édouard Philippe. Bah oui, c'est la même une depuis 20 ans. Il y a juste le nom du candidat qui change. Vous vous rappelez que Marine Tondelier a pris une sacrée veste aux dernières élections municipales. Comment faire pour effacer cette mauvaise impression ? C'est un peu comme pour la Bank of America. Vous avez la solution ? Marine Tondelier annonce être enceinte sur LCI. Une très belle nouvelle sur le plan personnel dans un monde qui va mal. On ose imaginer ce qu'elle serait prête à faire s'il y avait une nouvelle plus terrible qu'une défaite aux élections municipales. Un Lescure peut en cacher un autre. Il y a une dizaine de jours, on s'était moqué de Roland Lescure qui a annoncé un observatoire de l'explosion des prix de l'énergie. Et maintenant, c'est au tour de son demi-frère. Habitué aux soucis financiers, Pierre Lescure n'a pas remboursé le prêt contracté auprès d'une amie malgré une décision de justice le forçant à payer. Devant de l'argent au fisc, le chroniqueur de France 5 avait emprunté 330 000 € à cet ami.
Et dire que ce Lescure a gagné des 1000 et des cents lorsqu'il dirigeait Canal+. Les films cochons interdits aux moins 18 ans, c'était lui. Et d'après Jackie Berruyer, les soirées Canal, c'était Poudre et Lolita. Que voulez-vous, quand on vieillit, cela coûte cher, le vice. Autre spécimen de l'audiovisuel, la Ruth. Hausse des baptêmes catholiques, Ruth demande si ce n'est pas un repli identitaire. En France, pourquoi cet horrible préjugé plein de haine contre la foi chrétienne? C'est vrai ça, on se demande. Et c'est la même qui fait évidemment la campagne du Bilderberg, Édouard Philippe. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.